En Californie, la pire des épidémies de rougeole depuis 15 ans se propage. Le virus est de retour en force dans les manchettes ce soir. Une épidémie qui remonte en quelque sorte à quelqu'un qui avait probablement attrapé la rougeole à l'étranger, a visité Disneyland et a peut-être éternué. La rougeole est en marche en Amérique. Cette épidémie ne montre aucun signe de relâchement. Il y a déjà plus de cas cette année qu'il n'y en avait. Les chiffres ont triplé pour passer à 644 cas de rougeole, reportés dans 27 États. Est-ce que tout cela est dû au mouvement anti-vaccination, parce que les parents ne font pas vacciner leurs enfants? Oui, je le pense. Un projet de loi qui interdirait les exemptions de vaccins pour les enfants progresse en Californie. Nous proposons une loi qui abolira l'exemption de croyances personnelles. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi ces obligations sont si importantes. Il y a eu des informations inexactes qui ont circulé sur les vaccins, principalement issues d'une étude britannique reliant les vaccins à l'autisme. Nous continuons d'entendre que le vaccin cause l'autisme, même si cela a été démystifié, à plusieurs reprises et complètement démystifié. Vous avez dû entendre dire que la vaccination causait l'autisme. Chez un enfant sur 100. Foutaise totale, ce n'est pas vrai. Le projet de loi exigeant que les enfants soient vaccinés est passé avec le soutien biparti. Chaque enfant doit répondre aux normes de vaccination avant d'entrer dans les écoles publiques, les écoles privées et les garderies. J'encourage vivement tout le monde, regardez la science, regardez les faits. Le CDC, le Centre de contrôle pour les maladies, peut vous donner les bonnes informations. Faites vacciner vos enfants. J'ai attendu longtemps avant de raconter mon histoire. Et je veux la raconter le plus honnêtement possible. J'ai participé à tromper des millions de contribuables en ce qui concerne les effets négatifs secondaires potentiels des vaccins. Nous avons menti à propos des découvertes scientifiques. Nous ne pouvons plus accorder notre confiance au CDC pour faire le travail en ce qui touche à la sécurité des vaccins. On ne peut plus faire confiance à sa transparence. Et on ne peut plus faire confiance à l'autosurveillance du CDC. Juste quelques réflexions. William W. Thompson, chercheur senior, Centre américain de contrôle et de prévention des maladies du CDC. Allô? J'étais assis à mon bureau où j'enseigne à l'université de Simpson. Mon téléphone a sonné, c'était le docteur William Thompson. Voyez, nous ne nous connaissons pas vraiment. Je ne sais pas comment tout cela va se jouer. Vous avez un fils autiste et j'ai terriblement honte aujourd'hui quand je rencontre des familles avec des enfants atteints d'autisme, parce que j'ai fait partie de l'équation. Mon fils, Steven, est né en février 1998. Stevie, que dit la vache? 2 mois après son vaccin des 15 mois, il a perdu le langage. Il a perdu le contact visuel. On le prenait dans nos bras, il était tout mou. C'est la période où le CDC commençait juste à faire ses études sur les vaccins et l'autisme. En tant que scientifique, j'ai publié plus de 60 articles scientifiques et techniques dans les grandes revues scientifiques internationales. J'ai contacté le CDC car j'étais profondément critique par rapport à leurs études. Et donc le CDC a décidé que le scientifique qui allait communiquer avec moi à l'époque était le Dr William Thompson. Parce que j'étais sur son dos, parce qu'il n'aimait pas ce que je disais à propos des statistiques. J'ai reçu une lettre d'un avocat du CDC en 2004 disant que je n'étais plus autorisé à contacter le CDC. Avance rapide à 2014. Thompson m'a dit, Brian, si vous m'écoutez et si vous faites ce que je vous dis de faire, je peux vous garantir que vous serez en mesure d'accéder à un trésor de données et je voudrais vous guider à travers ces étapes. Le Dr Thompson ne sait pas qu'il est enregistré lors de tous les appels téléphoniques dans ce film. Donc je veux être une ressource, je veux être précieux pour vous.
Je veux que vous ayez quelqu'un dans le système. Pendant des années, j'ai essayé de fissurer cet édifice du CDC et d'essayer simplement d'entrevoir ce qui n'allait pas. Le CDC a fait prendre 10 ans de retard à la recherche parce que le CDC n'a pas été transparent. Nous avons perdu 10 ans de recherche parce que le CDC est si paralysé maintenant par tout ce qui est lié à l'autisme. Je suis psychologue clinicienne et conseillère certifiée dans l'analyse du comportement. En 1978, je veux dire que la prévalence de l'autisme était d'environ 1 sur 15 000 enfants. C'était une maladie très rare. Je travaillais dans une clinique à l'UCLA qui était à peu près le seul centre connu pour le traitement des enfants atteints d'autisme. Et nous avions peut-être 6 à 10 enfants avec qui nous travaillions. Au début des années 90, peu de temps après avoir ouvert mon centre pour l'autisme et les troubles apparentés, la hausse de l'autisme fut si importante et si rapide que j'ai senti que je ne pourrais jamais rattraper cela. Du point de vue du diagnostic officiel, la façon dont nous définissons l'autisme est la suivante. Nous examinons les déficits dans 2 domaines. Le premier est la communication et l'interaction sociale. Et dans ce domaine, nous recherchons la présence de 3 symptômes. Le symptôme tel que l'absence de réciprocité émotionnelle sociale, aucune communication non verbale, par exemple le contact visuel, ou pas de développement des relations. Le deuxième déficit recherché est la présence de comportements restreints, stéréotypés et répétitifs. Et ce sont des choses comme battement des mains, balancement du corps, importance de la routine. L'un des nouveaux ajouts est la présence d'un dérèglement sensoriel. Si un enfant est dans l'incapacité de détecter les choses correctement, qu'il n'entend pas nécessairement les choses comme nous les entendons, cela pourrait être classé dans les symptômes de l'autisme. Donc, vous avez 5 symptômes, 2 dans la région des comportements répétitifs et 3 dans la région du déficit de communication sociale. Ainsi, vous obtenez une classification de ce que l'on appelle trouble du spectre autistique ASD. Dernière nouvelle ce soir, il y a quelques heures, le British Medical Journal a fait quelque chose d'extrêmement rare pour une revue scientifique. Il a accusé un chercheur, Andrew Mackenfield, de fraude pure et simple. Le 19 mai 1995, j'ai reçu un appel d'une mère qui m'a raconté l'histoire de son enfant, sa régression vers un état autistique suite à un vaccin. Et j'ai dit, « Comment puis-je vous aider? Je ne sais rien à propos de l'autisme, vous n'êtes pas au bon numéro. » Et elle a dit, « Non, docteur, mon enfant a de terribles problèmes gastro-intestinaux. Et personne ne veut étudier sérieusement son cas. J'étais un universitaire gastro-entérologue, je faisais des recherches avec un intérêt particulier pour la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et les maladies inflammatoires de l'intestin. Je ne savais rien sur l'autisme. Quand j'étais à l'école de médecine, c'était si rare qu'on ne nous l'enseignait pas. Nous avons entendu une succession d'histoires qui étaient très similaires. La médecine, c'est la reconnaissance de schémas. Et il y avait un schéma clair qui émergeait. Quelques-uns d'entre nous avons donc décidé, y compris les leaders mondiaux, gastro-entérologues et pédiatres de l'époque, dirigés par le professeur John Walker Smith, et que ces enfants méritaient une enquête approfondie. Eh bien, il a été démontré que le docteur Wakefield utilisait des données absolument frauduleuses, qu'il a créé un faux document que le journal lui a permis de diffuser. Toutes les autres études qui ont été faites n'ont montré aucun lien encore et encore et encore. C'est donc un mensonge absolu qui a tué des milliers d'enfants. Ce que nous avons découvert et signalé pour la première fois était ce lien entre ce qui semblait être un nouveau type d'inflammation intestinale et la régression autistique chez les enfants qui, auparavant, se développaient normalement. Et parmi ceux-ci, la majorité avait régressé vers l'autisme, après que leurs parents aient suivi le calendrier vaccinal de la rougeole, des oreillons et de la rubéole. Nous ne pouvions pas censurer cette histoire, sous prétexte qu'elle mettrait à mal la santé publique. Notre travail était de rapporter cette histoire avec précision, afin que cela puisse conduire à une enquête plus approfondie, et le papier dit explicitement
Ce document ne prouve pas une association entre le vaccin ROR et le syndrome décrit. Un travail approfondi est nécessaire pour résoudre ce problème. Telle était la conclusion de ce document. En tant que journaliste d'investigation médicale, j'ai passé les 7 dernières années à travailler sur l'un des meilleurs talk-shows médicaux dans le monde. Nous savons en médecine qu'il y a de nombreuses études prouvant que les vaccins ne causent pas l'autisme. Mais le problème que j'ai toujours eu avec ça est que des milliers et des milliers de parents racontent tous la même histoire. Mon enfant a reçu un vaccin. Habituellement, le vaccin ROR. Et puis, le soir même ou le lendemain, la fièvre apparaissait. Et puis, quand la fièvre disparaissait, il avait perdu le langage, avait perdu la capacité de marcher. Et il régressait essentiellement dans ce que nous appelons autisme, pour ne jamais revenir. On avait pour habitude de dire aux médecins d'écouter leurs patients. C'était la pierre angulaire de la médecine telle que nous la connaissions. Mais quelque chose a changé récemment, où le patient ne comprend plus ce que son médecin lui dit. Et ces parents qui racontent ce qui se passe avec leurs enfants sont écartés comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement avec leur enfant. J'ai 2 enfants. Et toute personne qui a des enfants sait que lorsque nous avons pour la première fois un enfant, nous sommes hypersensibles à chaque petit hoquet, chaque touche, chaque reniflement. Donc dire que le parent n'était pas au courant que son enfant avait des problèmes, et tout à coup, 1 an plus tard, on leur dit « Oh, il est autiste !» Cela est illogique pour moi. Je voulais donc en savoir plus sur cette histoire et découvrir pourquoi cette déconnexion entre la médecine, la science et les parents. J'avais hâte d'être une maman. Je me suis souvenu précisément, avant même que nous ne soyons mariés, parler de l'importance des enfants dans nos vies. Je voulais une fille d'abord, et puis un fils. Et nous avions prévu d'avoir 4 enfants. Nous allions être les parents les plus parfaits qui soient. Bella est née, et ce fut une merveilleuse expérience. Bella était une enfant angélique et parfaite, qui se développait normalement. J'ai été enceinte de Billy assez rapidement. Bella, dis bonjour à Billy. Bonjour. Nous avions désormais une belle petite fille et un beau petit garçon. Et la vie était tout simplement incroyable. Donc à 2, 4 et 6 mois, Billy a eu ses vaccins normaux pour bébé, mais un peu congestionné après le dernier. Alors moi, en mode mère parfaite, je me précipitais chez le médecin. Est-ce qu'il va bien? Ai-je besoin de lui donner quoi que ce soit? Oui, vous avez besoin de lui donner des antibiotiques, juste pour s'assurer qu'il n'y avait pas une infection. Mais ça ne s'est pas arrangé. Je le ramène chez le médecin. Il fallait plus d'antibiotiques, il fallait qu'il continue d'en prendre. Et je me souviens, ma mère m'a téléphoné. Ma mère est une espèce de hippie homéopathe. Et me dire, qu'est-ce que tu as fait à gaver ton fils d'antibiotiques et pourquoi? Et j'ai dit à ma mère, maman, avec tout le respect que je te dois, tu es une artiste, eux sont médecins et ils savent ce qu'ils font. Il devait recevoir sa vaccination ROR dès 12 mois. Le matin même de cette journée-là, mon ami me dit « Écoute, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être un problème avec ce vaccin. Et tu es sur le point de le faire injecter à Billy. » Je lui ai dit « Es-tu folle? C'est quoi ton problème ?» S'il y avait un problème avec la vaccination, cela ferait les gros titres des journaux. Le docteur m'aurait appelé pour me dire « Ne prenez pas la peine de venir, ce n'est pas un vaccin sûr. Rien de tout cela n'est en train d'arriver. Tu es négative, tu es négligente. Et tu écoutes des rumeurs que tu as entendues quelque part. » Billy pourrait devenir sourd si je ne l'amène pas maintenant pour son injection MMR. Vous savez, la plupart des preuves reliant la rougeole avec l'autisme, tout ça c'est assez. Et la plupart des scientifiques et des médecins conviennent que ce n'est probablement pas la cause principale. Je travaille en pédiatrie depuis près de 20 ans. Je pense que la plupart des pédiatres considèrent que les vaccins sont la première chose qu'ils font pour les enfants. Ok bébé, voilà. Tape ma main. Très bien. C'est bien. Je suis assez jeune pour me souvenir des jours où les enfants avaient encore des poumons en béton, parce qu'ils se battaient contre la polio. Vous savez, la polio a été fondamentalement éradiquée dans ce pays. En 1998, l'étude Wakefield était sortie et mon fils venait de naître. Cette étude pointait en quelque sorte le doigt sur le ROR. En tant que parent, j'avais peur de donner le vaccin ROR à mon fils. Et en fait, je ne lui ai pas donné au moment voulu, parce que je voulais voir. Je voulais voir ce que les études supplémentaires donneraient. Et au fil du temps, d'autres études ont bien montré que oui, il était sûr. Il a donc reçu le vaccin. Vous savez, si tout le monde arrêtait la vaccination, nous retournerions à l'âge des ténèbres.
Quand un scientifique qui fait partie du CDC depuis 17 ans, vous dit « Voici comment accéder aux données », il ne m'a pas fallu très longtemps pour réaliser « Oh, je ferais mieux de faire ce qu'il me dit », parce qu'il sait de quoi il parle. Je veux juste vous dire une chose. En ce moment, je suis assis à une très bonne place pour ce qui est de vous fournir beaucoup d'informations. Il m'a demandé quelle sorte de données j'allais demander. Eh bien, j'ai dit, je vais demander 2 études que vous avez faites sur le thymérosal, le conservateur contenant du mercure qui est utilisé dans certains vaccins. Et il a dit, eh bien, c'est parfait. Mais je veux que vous demandiez d'abord l'ensemble des premières données sur le ROR, qui est l'étude de 2004 réalisée par Frank DeStefano et ses collègues. C'était l'étude où nous pouvions finir par créer une grosse pagaille tandis que le CDC essayait de me faire taire en démêlant quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Le jour où Billy a reçu le ROR fut le début d'un cauchemar réveillé. Le pire jour de ma vie, pour être honnête avec vous. Je suis entré et je l'ai vu couché dans son lit, apathique. Il a commencé à s'agiter de façon incontrôlable. Il était pris de tremblements incontrôlés. Imaginez-vous sortir d'un étang gelé. Ses yeux faisaient cela et il tremblait comme ça. Je me souviens qu'elle l'a saisi et tenu très fort contre sa poitrine. John a été saisi immédiatement par la peur. Et tout de suite, je me suis dit, non, cela ne va pas arriver. Je ne sais pas ce qui se passe en toi, mais rien de mal ne va t'arriver. Et nous arrivons à l'hôpital. Nous l'emmenons vite à l'intérieur. Les médecins arrivent, le regardent. Et c'est là qu'ils nous ont dit, il fait une réaction. Il a une crise. C'est normal. C'est courant. Pour beaucoup d'enfants qui reçoivent cette vaccination, c'est absolument normal, ça va aller. Personne ne m'a jamais dit qu'il pouvait y avoir un effet secondaire à la suite des vaccinations que mes enfants ont reçues. Effets secondaires, convulsions, mal de tête sévère, changement de comportement ou de conscience ou difficulté à marcher. Suite à la convulsion fébrile qu'il a eue le même jour du ROR, on nous a dit de le ramener à la maison. Il a passé la nuit avec nous dans notre lit. Il semblait juste très somnolent. En fait, le Billy que nous avions avant ne s'est jamais vraiment réveillé. Pour moi, il est devenu vraiment nécessaire de commencer à regarder à quel type de problèmes médicaux ces enfants faisaient face. Quels sont les autres facteurs qui les ont touchés, qui les ont amenés à ce niveau de la symptomatologie que nous appelons l'autisme, probablement au milieu des années 90. J'ai commencé à remarquer que, il y avait une utilisation très élevée d'antibiotiques chez ces enfants, mais B, ce qui devint très intéressant fut de voir le nombre de familles qui déclaraient qu'il se produisait chez leurs enfants une sorte de régression comportementale tout de suite après leur vaccination. Nombre de ces parents me montraient des images de leurs enfants qui s'étaient complètement développés normalement jusqu'à 18 mois. Et puis, tout d'un coup, une régression incroyable se développait après la vaccination. Des enfants qui pouvaient articuler entre 50 et 100 mots les avaient complètement perdus. Des enfants qui étaient extrêmement attachés à leurs parents et qui interagissaient avec eux, s'isolaient soudainement et ne répondant plus à leur propre nom. Tout cela se passait juste après leur vaccination ROR. Mon fils aîné, Yann, est né normal. Il s'est développé normalement. C'était un beau garçon. Et nous sommes arrivés à la visite des 12 mois. Pour ses 1 an, il a reçu plusieurs vaccins à la fois. Et dans les 7 jours suivant la vaccination, il faisait 42 fièvres et une éruption cutanée sur tout le corps. On l'avait déjà filmé à la maison en train de marcher et même courir parfois. 7 jours après la vaccination, il n'était plus en mesure de le faire. Il tombait. C'est devenu un petit garçon malade, vraiment malade. La question pour ceux d'entre nous qui étudions l'autisme
c'est « Y a-t-il un risque de devenir autiste selon l'âge de l'exposition au vaccin ROR ?» et enfin de comprendre pourquoi cela pourrait être le cas. Et vous devez comprendre quelque chose sur l'histoire du vaccin ROR. En 1987, il y avait un vaccin ROR qui était utilisé au Canada, produit par SmithKline Beecham, et ce vaccin provoquait la méningite. Il fut rapidement incriminé et ce vaccin fut retiré du Canada. Cependant, le même mois de son retrait de l'Ontario, il fut autorisé au Royaume-Uni. Son nom fut simplement changé et de Trivirix, il fut nommé Plusirix. Au Royaume-Uni, il fut utilisé pendant 4 ans. Et de la même manière, il causa des méningites et a dû être retiré rapidement. Ce fut un tollé général. Il y a eu une perte de confiance aiguë du public vis-à-vis des décideurs de vaccins. Et le vaccin aurait dû être détruit à ce moment-là. Ce ne fut pas le cas. Il fut ensuite envoyé aux pays en développement comme le Brésil, où il fut utilisé dans une campagne de vaccination de masse. Et il y eut une épidémie de méningite, ce qui était tout à fait prévisible. Des scientifiques ont étudié cette épidémie. Et ce qu'ils ont trouvé est que le risque de méningite était associé à l'âge de l'exposition. Plus jeune vous receviez le vaccin ROR, plus grand était le risque de développer une méningite. Pour les gens comme moi qui enquêtaient sur l'autisme, la question était « Y a-t-il un risque similaire avec l'autisme? Est-ce que l'âge de l'exposition au vaccin ROR est un risque avec l'autisme? Tout comme ça l'a été avec la méningite. » Nous avons partagé l'hypothèse avec le Congrès des États-Unis et le CDC, l'histoire telle qu'elle nous est racontée et envers laquelle nous avons l'obligation de rendre des comptes. Et est-ce que la majorité des enfants a régressé après une période de développement normale suite à la vaccination du ROR? Cela ne signifie pas que ça soit la cause de la maladie. L'Institut de médecine est un corps de scientifiques et de médecins qui examinent les données disponibles sur la sécurité des vaccins, puis conseille notre gouvernement sur la politique de recherche sur les vaccins. Eh bien parce que Candy Mayfield avait mis en avant cette théorie que l'âge auquel vous recevez le vaccin ROR peut augmenter les risques d'autisme, l'OIOM s'est adressé au CDC pour faire cette étude-là. C'était une étude sur le calendrier. Est-ce que la période à laquelle vous recevez le vaccin ROR augmente le risque d'autisme? En ce qui concerne l'étude du ROR, on se rend compte que personne n'avait jamais demandé ces données, alors qu'elles étaient accessibles à tous, mais le CDC s'est bien gardé de nous le dire. Thomson m'a dit d'envoyer un email à telle et telle personne. Puis j'ai aussi découvert qu'à l'intérieur, l'une des personnes qui préparait ces données pour moi Était Bill Thompson. Ils ne veulent pas vraiment que les gens sachent que ces données existent. Encore une fois, vous savez, je ne peux pas croire qu'on vous ait fait donner ces informations. Thomson ne pouvait pas envoyer ces documents directement à Brian Hooker, parce que cela aurait été illégal. Mais Thomson a identifié un vide juridique qui est désigné comme demande d'un citoyen. Cela a permis à Thomson de remettre à Brian Hooker des informations potentiellement secrètes d'une manière légale. En Angleterre, il y a des visites prévues avec les bébés à certains moments, avec des professionnels de la santé. Donc à 9 mois, Billy a eu son examen complet. Et il n'y avait pas de préoccupation parentale. Le bébé rit, babille, parle. Nous avons donc passé cette étape avec brio. À 18 mois a eu lieu la visite suivante. Et à ce moment-là, nous savions qu'il y avait quelque chose de grave qui arrivait à Billy. Probablement dans les 5 ou 6 jours, les premiers signes étaient vraiment cette absence. Il n'était plus le même petit bébé souriant Qu'il était auparavant. Son visage n'exprimait plus rien. Ensuite, la diarrhée est arrivée. Son ventre a commencé à devenir de plus en plus gros, il était ballonné. Un ventre gonflé et dur comme de la pierre. Il commençait à marcher sur la pointe des pieds. Il perdait ses cheveux. Et ce cri aigu terrible, une espèce de cri de lamentation qui sortait de lui. Et puis les cognements de tête ont commencé. Le cognement constant contre son berceau. Le cognement constant contre le sol ou un mur, ou tout ce qu'il pouvait trouver ou se cogner la tête. Il se tapait la tête encore et encore. John et moi allions nous coucher et la nuit, nous entendions juste ce bruit sourd encore et encore. Bang! Il n'y avait plus rien. Il ne remarquait même plus sa sœur avec qui il avait l'habitude de jouer. John rentre du travail par la porte de devant. Et il ne nous reconnaît pas alors que nous sommes ses parents. Il n'y a plus rien. Rien. Tout a disparu. Je veux dire, c'est l'époque où
Votre fils a changé de ce qu'il était à un véritable, tragique cas d'un enfant qui a régressé dans cet état autistique et qui a tout perdu. Tout perdu. Au CDC, la façon dont ils font des études de recherche est très réactionnaire. Ils regardent ce que la presse imprime, qui risque de créer un buzz, qui pourrait vraiment faire baisser le taux de vaccination, et c'est ce qu'ils étudient. Ils n'étudient les vaccins que de façon proactive. Donc si Andy n'avait jamais fait son étude originale et obtenu qu'elle soit publiée dans The Lancet, cela n'aurait jamais créé le tumulte qu'elle a, à juste titre, provoqué. Alors le CDC n'aurait jamais étudié cela. La conférence de presse pour le journal The Lancet a été appelée par le doyen de la faculté de médecine, qui était le président de la commission des médias. L'association temporelle entre le ROR et l'autisme a été faite à l'origine aux États-Unis. J'avais fait une recherche approfondie sur la sécurité des vaccins contre la rougeole et la sécurité du vaccin ROR dans la phase de prélicence. En d'autres termes, quelles sont les études de sécurité qui ont été réalisées avant que ces vaccins soient mis sur le marché et injectés aux enfants? J'ai compilé le rapport de 250 pages. Il montrait que les études sur la sécurité des vaccins, en particulier le ROR, étaient lamentables. Elles étaient lamentables. Beaucoup d'hypothèses ont été faites à propos de l'innocuité de ce vaccin. Et il y avait eu des problèmes qui avaient été balayés. J'ai donc écrit à mes collègues et aux doyens et j'ai dit « À l'avenir, il va y avoir des questions sur ce que les parents devraient faire ensuite. Je ne peux pas en toute conscience continuer à soutenir l'utilisation du vaccin ROR après avoir fait cette recherche. J'ai dit que je continuerai à soutenir vigoureusement l'utilisation du vaccin unique, mais que je ne pouvais plus soutenir l'utilisation du triple vaccin ROR. Donc le doyen, le président de ce comité avait trois choix. Il aurait pu ne pas tenir une conférence de presse, il aurait pu me bannir de la conférence de presse, ou lorsque la question est arrivée, comme il fallait s'y attendre, que feront les parents au sujet de la prochaine vaccination de leur enfant? Il connaissait ma réponse. Il aurait pu diriger la question vers quelqu'un d'autre. Lorsque la question a été soulevée ce jour-là, il l'a dirigée directement vers moi. Je vous assure que nous ne sommes pas en désaccord sur notre perception de la nécessité d'une vaccination contre la rougeole. Nous sommes tous d'accord là-dessus, et ceci est extrêmement important. Tout ce que je recommandais à cette conférence de presse était que les parents optent pour l'utilisation des vaccins simples. La rougeole, les oreillons, la rubéole, le tout séparément, jusqu'à ce que la question ait été réglée scientifiquement. Ce qui est arrivé quand j'ai fait cette recommandation, des décisions unilatérales ont été faites par le gouvernement du Royaume-Uni de retirer la licence d'importation pour les vaccins simples. Merck optant aux États-Unis de cesser la production des vaccins simples, ne laissant plus aucune option aux parents. J'ai dit à un représentant principal du ministère de la Santé, « Pourquoi, si votre objectif est de protéger les enfants contre les maladies infectieuses graves, pourquoi priver les parents des différentes options pour ce faire ?» Elle a dit, « Parce que si nous permettons aux parents de choisir les vaccins simples, cela ruinerait notre programme ROR. » En d'autres termes, la préoccupation portait sur la protection du programme, au-delà de la protection des enfants. Personne n'a jamais vu sa carrière évoluer dans le complexe médical industriel, en étant de toute évidence et ouvertement critique envers l'industrie du vaccin. Je suis Mark Blaxill, père d'une fille diagnostiquée autiste en 1998. J'ai écrit 2 livres au sujet du mouvement contre l'autisme. Depuis, j'ai été projeté dans la sensibilisation sur l'autisme. Michaela est née normale, tout allait bien. Elle se développait normalement jusqu'à son premier anniversaire. Nous avons de vifs souvenirs de son langage précoce, beaucoup d'attention, beaucoup de jeux. Elle était adorable, belle, mignonne. Et puis, quelque part dans les mois qui suivirent, elle a commencé à se dérober et elle a perdu le langage. Et elle a commencé à se retirer dans son propre monde. Et à 2 ans et 9 mois, nous avons eu le diagnostic formel du syndrome autistique complet.
C'était un avenir désespéré et pessimiste qui s'annonçait en face de nous. Elle allait être handicapée pour le reste de sa vie, avec de fortes chances d'être non-vocale. Dans une institution, et que la meilleure chose Que nous pouvions faire était d'accepter l'inévitable. Une partie de l'histoire que nous avons entendue de la part des experts de Harvard était que l'autisme était génétique, que c'était une prévalence faible et relativement constante. Plus j'en apprenais, plus il était clair que toute cette vision orthodoxe était fausse, complètement fausse. Des révolutions se produisent en science seulement en cas d'anomalie. Une anomalie que l'ancienne orthodoxie ne peut pas expliquer. Avec l'autisme, l'anomalie fut l'explosion de cas. Ce qui signifie ce que les gens essaient de décrire comme une maladie génétique à base neurologique ne pouvait pas être génétique. Cela ne pouvait être qu'environnemental. Cela ne pouvait pas être quelque chose qui était arrivé aux enfants. Et vous devez poser la question, qu'est-ce que cela pouvait être ? Un de mes clients de formation personnelle était le directeur des programmes pour le LWT London Weekend Television. Et ce gars dit « Pourquoi ne feriez-vous pas une émission ?» Il doit y avoir des gens qui vivent la même chose que vous. Il a dit que cela allait être une histoire incroyable. Nous n'avons plus rien à perdre. Cet enfant allait soit se tuer à force de se cogner la tête, ou nous allions devenir fous parce que tout le monde était si misérable. Ce programme a été diffusé et nous avons reçu 250 000 emails. À l'époque, les ordinateurs, c'était nouveau. Toute l'informatique, Internet, etc. Le nôtre est tombé en panne. Nous avions créé un site web, WebBilly. Une personne pourrait peut-être nous aider. Les ordinateurs de la station de télévision ont lâché. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Ses parents vivaient exactement la même histoire que la nôtre. Les antibiotiques, certains avec la varicelle, beaucoup portés sur le vaccin. Bang, les symptômes, toujours les mêmes. La diarrhée, la constipation, les cris aigus, les cognements de la tête. Nous avions vécu cela, la même histoire. Et ce fut l'idée de Polly de mettre toutes ces choses ensemble dans un magazine intitulé « Le fichier de l'autisme ». Posons tous des questions et peut-être que quelqu'un pourra nous aider. Les questions de ses parents n'ont pas reçu de réponse de la part des médecins qu'ils sont allés voir. Ils sont venus à nous en désespoir de cause. Et nous avons enregistré 45 000 abonnés en 4 mois. Quand j'ai eu les données de l'autisme ROR, je suis venu avec mon propre plan d'analyse. et j'ai regardé comment, logiquement, Et systématiquement, les données auraient dû être abordées. j'ai tout d'abord regardé les hommes versus les femmes. Puis j'ai regardé les hommes noirs. Le risque relatif qu'ils soient diagnostiqués autistes était astronomique. Et ils étaient statistiquement hautement significatifs. J'ai vraiment dû me creuser la tête et admettre que je ne savais rien sur le vaccin ROR. Et c'est alors que j'ai appelé Andy. Waouh! Vraiment? Après tout ce qui était arrivé, tout ce que nous avions tous vécu, tout ce que les familles avaient souffert durant les 15 dernières années, et le CDC savait depuis tout ce temps qu'il y avait ce risque d'autisme avec le ROR. Tandis que je divulguais davantage d'informations durant nos conversations, et je pense qu'il l'a compris, Que c'était là une fissure majeure dans l'édifice du CDC. la première chose que Thomson ait faite fut de préparer un graphique du pourcentage d'enfants vaccinés versus l'âge de la première vaccination ROR. Les enfants atteints d'autisme sont représentés par la ligne rose, les enfants sans autisme par la ligne bleue. S'il n'y a pas de lien entre les vaccins ROR précoces et l'autisme, ces deux lignes doivent se suivre, quel que soit l'âge lors du premier ROR, et elles se suivent, jusqu'à ce qu'elle arrive à 15 mois, puis elles se séparent, puis elles continuent à se séparer par la suite. Ce fut leur première indication que le vaccin ROR, Était à l'origine de l'autisme. et cette seule découverte a fait vaciller Thomson sur ses bases. Ce fut un énorme problème pour Andy. Alors j'ai dit à Brian, enregistrez-vous ces conversations? Enregistrer des conversations téléphoniques n'était pas vraiment acceptable pour moi. Cela semblait presque cruel. Les lanceurs d'alerte Peuvent disparaître aussi facilement qu'ils sont venus. Ils sont comme un poisson au bout d'un crochet. Et votre travail, c'est de les faire monter dans la barque. effet sur les Afro-Américains.
Temple marchait à 12 mois. Et il marchait donc depuis 1 mois complet, avant que nous allions faire la prochaine série de vaccinations. La minute où nous sommes entrés dans le bureau du pédiatre, Lou, sa jumelle, se met à crier à plein poumon. Je veux dire, elle comprend ce qui se passe. Elle ne veut pas que le docteur la touche. Je lève les yeux et je vois les injections alignées. 3 pour lui, 3 pour elle. À la deuxième injection, Lucinda s'était jetée en arrière. J'ai donc dû arrêter de regarder ce que je faisais. Je l'ai libéré et sorti de là. Eh bien, à la minute où je l'ai sorti et un peu calmé, et je regarde ce qui se passe, il hurle, je regarde les injections et je remarque que l'une des siennes avait disparu. Il ne restait plus que 2 injections pour elle. Et j'ai demandé à l'infirmière où est passée l'autre injection. Et elle dit « Oh mon Dieu, je lui ai donné ». J'ai dit « Lequel était-ce » Elle a dit que c'était l'autre ROR. J'ai dit « Appelez le docteur. Ce bébé crie à tue-tête. Vous lui avez injecté une dose supplémentaire. Et je ne sais pas quels en seront les effets secondaires. On part. » Et je suis parti. Alors ma fille n'a jamais eu ces injections. Je rentre chez moi. Ce bébé pleure. Je l'installe sur sa petite couverture et il commence à se cogner la tête sur le sol. Le lendemain matin, je vais dans sa chambre et il regarde dans le vide et il regarde comme ça autour de lui. Comme si, vous savez, il était un peu paralysé. Pas le bébé qui était toujours en train de faire ça. Tous les matins en souriant pour que je le sorte du lit. Et je le prends et il fait ça. Et je me demande ce qui est en train d'arriver à mon bébé. J'appelle donc la clinique. Et je dis, je pense que mon enfant fait une réaction aux injections qu'il a reçues la veille. Elle dit, non. Je suis en attente pour le représentant de Merckx. Je ne pense pas que ça soit une réaction à cela. Bill Thompson a étudié les Afro-Américains. Il a vu que les Afro-Américains qui ont reçu le vaccin ROR selon le calendrier étaient 2,64 fois plus susceptibles d'être diagnostiqués avec l'autisme que les Afro-Américains qui avaient reçu les vaccins ROR après l'âge de 3 ans. Ce que cela suggérait, c'est que parmi les Noirs, ceux qui étaient vaccinés plus tôt étaient plus susceptibles de devenir autistes. À ce moment-là, le groupe de recherche qui travaillait sur cette étude en particulier avait des réunions hebdomadaires. Colin Boyle, qui était le chef de la branche déficience intellectuelle, et Marceline Yergin-Alsop était l'un des superviseurs directs de Thompson. Frank De Stefano, qui était le chef du bureau de sécurité de la vaccination, et puis une associée en recherche postdoctorale nommée Tanya Bashin. Lors de cette réunion, Thompson a soulevé le fait que les Afro-Américains montraient un risque statistiquement très significatif d'autisme s'ils recevaient leur injection du vaccin ROR selon le calendrier. Ce qui est triste à propos de ces réunions à huis clos, je veux dire, est-ce que les gens disent « Oh, c'est inacceptable » ou est-ce qu'ils disent toujours « Oh, cela ne peut pas être vrai » ou « Je ne veux pas mentir ». Mais je ne veux pas non plus vous dire des choses maintenant qui ne sont pas sous forme écrite. D'accord ? L'analyse en ce qui concerne les Afro-Américains était un tremblement de terre de 8 sur l'échelle de Richter. Qui a secoué le CDC. Je l'amène voir le pédiatre que je connais. Et elle me regarde, elle ferme la porte et elle murmure. Elle dit « Sheila, je crois qu'il est autiste. » Je dis « Quoi ? Comme Rainman ?» Et elle dit quelque chose comme ça. « Ne t'inquiète pas, je vais vous référer à un neurologue. » Et nous sommes allés voir le neurologue la semaine suivante. Il m'a dit qu'il avait tous les symptômes classiques de l'autisme. Je ne voulais pas y croire, j'étais en colère. Quand il m'a expliqué quel type d'autisme c'était, il m'a dit qu'il était né de cette façon, je lui ai dit que non. De toute évidence, il y avait un risque très élevé d'autisme chez les enfants afro-américains, voici la chose. Nous savons que l'autisme est 4 fois plus fréquent chez les garçons. Et ainsi de voir que l'effet miroir chez les enfants afro-américains était une conclusion convaincante. Quand j'ai observé les hommes afro-américains seulement, le risque relatif était de 3,36. Cela m'a estomaqué. Et c'est là que j'ai décidé d'appeler William Thompson au téléphone. Et sa déclaration fut « Oh, vous l'avez découvert !» Il apparaît dans la publication finale
que la race en général est minimisée. Bien sûr qu'elle l'est. La jumelle de Temple est incroyable. Elle parle couramment 3 langues. Elle parle français comme un natif. Elle est intelligente. Elle joue du piano classique. Avec toute la culpabilité que je ressens depuis ce jour-là, l'une des meilleures décisions que j'ai prises pour elle fut de sortir de ce bureau sans qu'elle ne soit vaccinée. À la fin de ce voyage, je ne veux pas être une de ces mères qui, espérait l'avoir fait, aurait pu ou aurait dû faire. Je veux être en mesure de dire que je lui ai donné tout ce que j'avais. Je lui ai donné le meilleur. Sa jumelle entre en première. Et lui ne peut toujours pas traverser la rue tout seul. Est-ce que je suis reconnaissante qu'il soit ici? Bien sûr. Je suis reconnaissante que mon fils ait vécu. J'étais tellement naïve de penser qu'il aurait une vie bien remplie, qu'il finirait par être un homme heureux, qu'il aurait une famille, le rêve que j'avais pour lui. Et chaque année qui passe, plus il grandit et plus ce rêve semble s'éloigner. Tout sur les vaccins. Alors, qu'est-ce que font les vaccins? Les vaccins solidifient votre système immunitaire et vous rendent plus fort pour combattre la maladie. Les vaccins sont sans danger? Oui. Les études portant sur des millions d'enfants n'ont montré aucun lien entre les vaccins et l'autisme. Respectez le calendrier. Le calendrier de vaccination du CDC, que nous sommes tenus de respecter en tant que parents en Amérique, recommande que nos enfants reçoivent le vaccin ROR entre 12 et 18 mois. Mais dans ces données cachées qui nous ont été fournies par William Thompson, il est clair que pour les Afro-Américains, c'est en fait le moment le plus dangereux d'injecter le vaccin ROR. Le CDC, à mon avis, est l'endroit où je m'adresse si j'ai besoin d'informations sur une maladie infectieuse. Je vais probablement soit sur leur site web ou j'ouvre un de leurs livres de référence chaque jour. Ce bâtiment est rempli avec beaucoup de scientifiques qui sont plus intelligents que moi. Est-ce que le CDC a commis une fraude? Le plan d'analyse est l'une des parties les plus importantes d'une étude scientifique. Ce sont les lois ou les règles selon lesquelles le scientifique adhère tout en faisant l'étude. Et ce plan d'analyse est mis en place par les scientifiques eux-mêmes. Parfois, leurs supérieurs mettent leur nez dedans. Mais une fois ce plan d'analyse verrouillé, ils disent « voilà comment nous allons utiliser les données ». Et vous ne pouvez pas dévier de ce plan d'analyse. Ou vous vous exposez à la fraude scientifique. Se sont-ils écartés du plan d'analyse après avoir vu quelque chose qu'ils n'ont pas aimé? S'ils l'ont fait, nous avons un vrai problème. Thompson a non seulement joué un rôle majeur dans l'élaboration du plan d'analyse, il était le gars des nombres. Il était responsable de la collecte des données, l'analyse des données et de la présentation des résultats. Et en novembre 2001, les résultats étaient là. Maintenant, avec celui du ROR Autisme, nous avions un plan d'analyse que nous étions censés appliquer tel qu'il était écrit. Et vous savez, je vais partager ces projets de plan d'analyse que nous avions. Et vous pourrez voir si nous avons fait ou non ce que nous devions faire. Ce plan d'analyse avait été convenu non seulement par les co-auteurs, mais aussi par les supérieurs du CDC. Afin de dissimuler l'effet du ROR, ce qu'ils avaient à faire était de réduire le nombre d'enfants de l'étude, afin de réduire ce que l'on appelle la puissance statistique. Autrement dit, la capacité de l'étude de détecter une différence s'il en existe une véritable. Dans le plan d'analyse, ils avaient accepté d'utiliser 2 sources d'informations. La première était les dossiers scolaires des enfants et la seconde était les certificats de naissance des enfants de Géorgie. Ainsi, alors que tous les enfants de l'étude avaient un dossier scolaire, seule la moitié des enfants dans l'étude avaient un certificat de naissance de Géorgie, parce que dans l'autre moitié, ils étaient nés dans d'autres États. Ainsi, le plan d'analyse était explicite. Les informations de la race d'un enfant devaient venir de leur dossier scolaire.
Mais lorsqu'ils sont confrontés à des risques de données qui ont révélé un risque accru d'autisme chez les enfants afro-américains, ils ont dévié de leur plan d'analyse. Ils ont choisi d'obtenir les données sur la race non pas du dossier scolaire, mais des enregistrements des certificats de naissance de Géorgie. Au lieu d'avoir 3000 personnes dans l'étude, il y en avait environ 1800. Le risque relatif est descendu de 2,64 à 1,8. Mais plus important encore, le risque relatif n'était plus statistiquement significatif. Et je vais vous demander d'avancer pour recevoir votre prix des mains de Sa Majesté le Roi. Je suis Luc Montagnier, docteur en médecine. Je suis virologue de formation. J'ai obtenu le prix Nobel pour ma contribution à la découverte du virus du sida, l'interaction du vaccin avec l'autisme est un problème mondial et pas seulement dans ce pays. En Europe, mais aussi en Asie et même en Afrique. La vaccination ROR, si elle est faite très tôt chez l'enfant, c'est-à-dire avant ses 2 ans, présente un risque plus important chez les enfants afro-américains. Et cela fut caché pour quelque temps. Cette fraude, bien sûr, vient de très haut selon moi. Et en ce qui concerne l'éthique de la médecine et de la science, le CDC, qui avait accompli un travail très important dans le passé, dans la découverte du sida, me déçoit aujourd'hui beaucoup quant à la façon dont il a géré la situation et abordé le problème de l'autisme. Peu après que Julie Geberdine soit devenue chef du CDC, j'ai commencé à communiquer avec elle et lui ai demandé de venir à mon bureau. Il ne semblait pas y avoir de recherche objective en cours. Il y avait le CDC qui essayait de promouvoir la vaccination pour les enfants, et puis ils faisaient les recherches de sécurité eux-mêmes. Le CDC a décidé de poursuivre la vaccination tout en travaillant de manière agressive pour tenter de déterminer les causes des troubles du développement. Je pensais que le CDC était institutionnellement en conflit. Le CDC ne peut pas recevoir directement de l'argent de l'industrie pharmaceutique, mais ils peuvent mettre en place une fondation. Et la fondation peut attirer les dons des intérêts commerciaux, et c'est ce qu'elle fait. Merck, GlaxoSmithKline, maintenant Pfizer, Sanofi Aventis ont d'énormes quantités d'entreprises de vaccins, ce qui représente plusieurs milliards de dollars. Elles sont rentables. C'est rentable parce que certains de ces nouveaux vaccins de haute technologie sont brevetés et leurs prix sont élevés. Ils sont protégés par ce petit cocon de capture réglementaire du HHS. Et ils sont garantis de plusieurs milliards de franchises en dollars. Quand j'ai travaillé chez Merck, j'étais un représentant des ventes pour le Vioxx. Le scandale a commencé quand on a découvert que Merck avait manipulé les données et couvert le fait que le Vioxx causait effectivement 2 fois plus de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux que le placebo. Ce que j'ai appris de cette expérience, ce n'est pas parce que quelque chose est sur le marché que cela veut dire que c'est sûr. Je pense que nous pénétrons sur un territoire très dangereux avec les vaccinations. Si une société pharmaceutique peut sortir un autre vaccin additionnel sur le calendrier, elle peut engranger plus de 30 milliards de dollars supplémentaires par an. Ce n'est pas un secret. Je pense qu'ils ont publié leur intention, qui est qu'ils veulent créer un environnement de vaccination constante du berceau à la tombe. Ils veulent des vaccins pour les nourrissons. Ils ont élargi les vaccins contre la grippe, les boosters DTaP, les injections de Gardasil, les injections de méningocoque. Ils veulent des vaccins pour adultes. Ils veulent que vous et moi recevions un barrage constant d'injections. Et puis, ils veulent des vaccins pour les personnes âgées. Nous avons un produit très rentable parce que les tests de sécurité ne sont pas aussi rigoureux comme pour les médicaments réguliers. La référence étant les tests en double aveugle et les études à long terme sur la base placebo. Et ce n'est tout simplement pas fait avec les vaccins, car ils sont classés de manière différente et ils font partie des mesures de santé publique. Et ils n'ont pas été testés en combinaison avec d'autres vaccins. Cependant, les médecins donnent 6 à 9 doses par visite. C'est dément. Si un médicament pharmaceutique était testé comme ça, il ne serait pas sur le marché. Mais parce que c'est un vaccin et les tests de sécurité moins rigoureux,
Nos enfants font l'objet d'expérimentations. Je n'aime pas considérer l'autisme d'un point de vue comportemental. Mais j'essaie de trouver ce qu'il a provoqué chez chaque enfant. Quand je veux définir l'autisme, je dois dire que c'est l'incapacité du corps à se détoxifier de la façon dont il est censé le faire, et au rythme auquel il est censé le faire. Et tout cela a à voir avec cette surcharge toxique. Ces enfants ne sont pas désintoxiqués des vaccinations. C'est la même chose avec les produits OGM, les pesticides dans nos aliments. Si je veux empêcher qu'un enfant soit exposé à plus de toxines, quand j'enseigne cela à l'enfant, l'enfant va mieux, et son état ne s'aggrave pas. Sans aucun doute, ce qui est arrivé à Billy a changé sa vie. Je l'ai fait! Oui, tu as fait un strike. Ce que j'ai sur les bras maintenant, c'est un homme de 19 ans. Il mesure 1,88 m. Il est lunatique. Les bons jours, Billy est incroyable. C'est un ange. Les mauvais jours, la moindre chose Peut le déclencher et il est effrayant. Je vais aller en bas et chercher papa. Non, tu dois rester ici, d'accord? Je vais tuer papa maintenant. Bill, écoute-moi. Je vais rester ici et tu vas essayer de te calmer, ok? La raison pour laquelle ils deviennent agressifs et dangereux dans certains cas est parce qu'ils n'ont pas la capacité de communiquer. Parce que maman a demandé à Kent. Mais Kent a apporté le maïs sucré, puis les poules sont venues ici. C'est de ta faute, maman. Si vous n'êtes pas en mesure d'exprimer vos besoins, ce que vous voulez, vos désirs, votre bonheur et la tristesse et ainsi de suite, vous devenez agressif. C'est souvent à ce moment-là que nous voyons la pire partie de l'autisme. Nous devons occuper sa chambre et utiliser son lecteur vidéo. Et bien sûr, c'est une intrusion massive dans son espace. Et il est très contrarié. Où peut-on voir une vidéo dans la maison? Tu te souviens? Écoute, Bill, est-ce que ce niveau de stress est terminé? Non, ne fais pas mal à papa. Il y en a des millions comme moi partout. Il y a des millions de polytomies avec des enfants endommagés par les vaccins. Je vous dis cela parce que je ne veux pas que vous viviez la vie que j'ai dû mener. Je ne veux pas que vous viviez cette douleur. Je ne veux pas vous voir souffrir ou que votre famille souffre. Voilà pourquoi je vous le dis. Je n'ai pas d'autre raison de vous en parler. Ce n'est pas ma préoccupation, mon enfant est déjà endommagé. Je suis un chercheur scientifique senior ici au MIT, au laboratoire informatique de l'intelligence artificielle. Je suis titulaire d'un baccalauréat en biologie du MIT et j'ai des doctorats en MSEE, également du MIT en génie électrique et informatique. Je me suis intéressé à l'autisme il y a longtemps quand mon meilleur ami à l'époque avait un fils qui a été diagnostiqué avec l'autisme suite à une injection de DTP. Il a fait une forte fièvre après l'injection. Il a fait une crise une semaine plus tard et ensuite il a été diagnostiqué autiste. Nous devons accepter le fait que l'autisme est nouveau, qu'avant 1930, le taux d'autisme dans le monde était effectivement nul. Et puis, pendant une longue période, on connaissait un cas sur 10 000. Je me suis intéressé à l'étude de l'autisme il y a 8 ans, quand j'ai vu les chiffres monter en flèche. Et j'étais assez inquiète, car je pouvais voir que la tendance était une croissance exponentielle. Et la croissance exponentielle est extrêmement effrayante. Depuis le milieu et la fin des années 80, nous sommes passés de cet environnement à faible prévalence à un taux de croissance où la tendance est toujours verticale. On n'a pas vu de ligne d'horizon dans la tendance. Tous les 2 ans, le CDC fournit le taux d'enfants qui sont diagnostiqués avec l'autisme. Et vous avez tous les points qui remontent depuis 1975, quand vous dessinez une ligne. C'est une courbe exponentielle parfaite. Si nous supposons que les choses vont continuer, comme ce fut le cas au cours des 30 dernières années, nous pouvons prédire que d'ici 2032, 80% des garçons se retrouveront sur le spectre de l'autisme. La moitié des enfants, 80% des garçons. Si vous pensez que le vaccin est seulement un problème pour les enfants afro-américains comme moi, vous avez tort. Il y a un problème encore plus grand, celui qui met tous les enfants à risque, et on l'appelle l'autisme isolé. Lorsque les chercheurs du CDC font cette étude, ils se posent la question de savoir si le vaccin ROR précoce provoque l'autisme.
Et chez quels enfants sommes-nous le plus susceptibles de trouver cet effet? Leur réponse est des enfants sans problème de développement dans la première année de vie, des enfants qui étaient en parfaite santé jusqu'à ce qu'ils aient reçu leur vaccin ROR. Ils ont appelé ce groupe « autisme isolé ». Maintenant, cela ne fait pas référence à une cause isolée de l'autisme ou à un groupe isolé avec l'autisme. Ils sont isolés par l'autisme. Ce sont des enfants qui n'ont aucune condition de comorbidité en dehors de leur autisme. Pas d'infirmité motrice cérébrale, pas de retard mental, pas de déficience visuelle ou auditive, pas d'épilepsie et aucun défaut de naissance. Ce groupe à risque inclut essentiellement tous les enfants en bonne santé dans le monde. Je suis un père célibataire. J'élève une adolescente autiste profonde de 15 ans, non-verbale. À 15 mois, elle a reçu une série de vaccins dont le ROR et le DTaP. Elle a développé une forte fièvre. Quand la fièvre fut terminée, elle avait tout perdu. Ma fille était âgée de 6 semaines quand je l'ai faite vacciner. 2 heures plus tard, elle faisait une crise de 5 minutes et 2 heures après, une autre de 5 minutes. Maman est là. Allez, allez, allez. Tu vas bien. Tu vas bien. Allez bébé, tu peux le faire. Allez bébé, allez, allez. Allez bébé, allez, continue à respirer, allez. La vaccination a provoqué de graves lésions cérébrales et elle a eu des crises tous les jours pour le reste de sa vie, jusqu'à sa mort dans mes bras à 15 ans. Il n'y a aucune raison de ne pas opter pour le vaccin. Il a reçu son ROR et son DTP. Et en quelques jours, il a cessé de parler. Des vomissements projetés, des convulsions. Il est devenu aveugle de l'œil gauche. Les vaccins ont pris notre bébé en bonne santé et heureux et l'ont rendu malade. Elle a perdu tout le langage acquis. Il a perdu le langage, il a perdu le contact avec les yeux, du jour au lendemain. Si les vaccins étaient dangereux, je pense que ce serait une discussion intéressante et raisonnable. De toute évidence, certaines minorités sont blessées par cette chose. Je ne comprends pas pourquoi cela est controversé. Les vaccins sont sûrs. Faites-vous vacciner. C'est comme, vous savez quoi? Ferme ta gueule et laisse-moi t'injecter tous les vaccins que Merck veut imposer. L'autisme n'est pas un effet secondaire du vaccin. Ou pour le dire d'une autre façon, car certaines personnes n'entendent pas bien, les vaccins ne causent pas l'autisme. Écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. Les vaccins peuvent et causent l'autisme. Mon petit-fils, ma fille Lily, quand mon fils a reçu tous les vaccins, mon fils Jackson, j'avais un garçon qui se développait en bonne santé. S'il vous plaît, écoutez bien. Les vaccins causent l'autisme. Un jour, tout le monde saura la vérité sur les vaccins. Écoutez bien. Je pense honnêtement que les résultats les plus intéressants sont ceux élevés, les cas isolés et ceux qui ne disposent pas d'autres conditions de comorbidité. L'effet est là où vous pensiez que cela arriverait. Dans l'autisme isolé, il a vu un effet très très fort, spécifique à ces enfants qui ont reçu le vaccin ROR selon le calendrier. Lorsque William Thompson a dressé ces chiffres, il a vu un effet astronomique. Certains des chiffres montraient, en fait, que les chiffres relatifs étaient 7 à 8 fois plus élevés avec ces enfants qui étaient diagnostiqués juste avec l'autisme isolé. Aucun autre diagnostic versus ceux contrôlés. L'autisme isolé est une source de confusion, car il semble petit, mais c'est vraiment un gros problème. Parce que tous les enfants en bonne santé, peu importe leur race, sont à risque. Par exemple, ma sœur est âgée de 18 mois et elle doit recevoir son injection ROR maintenant. Mais si cela est fait, elle a 7 fois plus de chances de devenir autiste, à moins que mes parents attendent qu'elle ait plus de 3 ans. J'espère donc que mes parents ne le feront pas. Voici ce qui est vraiment effrayant. Quand on regarde l'autisme isolé, nous voyons qu'il y a une augmentation jusqu'à 7 fois dans l'incidence de l'autisme entre ceux qui reçoivent le vaccin entre 12 et 18 mois par rapport à ceux qui l'ont reçu après 3 ans. Mais soyons parfaitement clairs, chaque enfant dans l'étude avait reçu le vaccin ROR. Quels seraient les chiffres si vous compariez les enfants qui ont reçu le vaccin entre 12 et 18 mois par rapport aux enfants qui n'ont jamais reçu le vaccin du tout? Ceci est souvent désigné sous le terme d'étude vaccinés contre non vaccinés. Et le CDC refuse de faire cette étude.
même si tous les médicaments que nous prenons sont passés par cette même étude. Il y a un groupe qui prend le médicament, puis il compare avec un groupe qui ne prend pas le médicament, et il voit s'il y a des effets secondaires et des complications avec le groupe qui prend le médicament. Alors pourquoi le CDC refuse de faire l'étude vaccinés contre non-vaccinés? Probablement parce que lorsque l'on regarde les résultats de cette étude, nous nous rendons compte que le risque serait astronomique. Et c'est sans doute la raison principale pour laquelle nous voyons cette augmentation en flèche de l'autisme dans le monde entier. Tout comme les enfants afro-américains, ils se sont réunis et ils ont tranché et découpé les données pour se débarrasser de cet effet. Ce sont les notes de réunion de Colin Boyle. Comment ils ont prévu de présenter les données en fonction de ces groupes d'âge. Et ensuite, elle écrit « reformater ». Et puis, elle met de nouveaux groupes d'âge. Même avec ça, ils n'ont pas réussi à obtenir l'effet désiré, car à la fin, ils ont simplement omis toutes les conclusions pertinentes de l'article. Je regarde les données et je me dis « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que nous ayons fait ce que nous avons fait. » Mais nous l'avons fait. Oui. Donc, tout y est, tout est là. Et vous, dans le domaine de la santé, vous qui dirigez nos organismes de santé dans ce pays et qui êtes assis ici aujourd'hui, vous avez une obligation envers ces enfants que vous venez de voir là, qui est de vous assurer que ces études soient terminées, minutieuses, de sorte que tout le monde sache que nous avons tous les faits et vous n'avez pas ça. Une des choses que nous avons faites, parce que c'était un sujet important, était de les faire assermenter. Comme ça, ils étaient sous serment. Et s'ils retouchaient les résultats d'une étude et qu'ils les fait délibérément, ils auraient commis un crime. Il n'existait qu'un cas sur 10 000. Et désormais, c'est un enfant sur plus de 250 qui est touché et devient autiste dans ce pays. Ces enfants vont grandir. Ils ne vont pas mourir. Ce n'est pas comme un grand nombre de maladies où ils sont infectés et meurent. Ils vont vivre jusqu'à 50 et 60 ans. Maintenant, pensez-vous prendre soin d'eux? Ça va être à nous, nous tous, les contribuables. Et ça va coûter, je pense que vous avez dit, Madame Maloney, des milliards de dollars. Donc nous ne pouvons pas laisser les compagnies pharmaceutiques et notre gouvernement couvrir ce gâchis aujourd'hui, car il ne va pas disparaître. Et ça va coûter aux contribuables des milliards de plus si nous attendons. Et que notre FDA et HHS et les organismes de santé continuent à se cacher derrière cette façade, tout en sachant qu'il y a eu des études qui prouvent de façon concluante le contraire, et tout aussi inacceptable. Ainsi, le CDC n'était pas juste en train de faire cette étude à l'intérieur d'une bulle. En effet, c'était tout le contraire. Ils étaient sous le feu. On a vu le membre du Congrès, Dan Burton, en face du Congrès, exigeant des réponses au sujet du mercure et du ROR, et sur les études des vaccins et la connexion avec l'autisme. Dave Weldon, membre du Congrès de Floride, fait appel à Julie Gebhardine avec des plaintes sérieuses sur la façon dont il pense que toute cette question a été traitée. En plus de cela, le ministère de la Justice demande des fichiers et des données du CDC, en raison d'une étude précédente qui s'appelait l'étude Verstraton, qui comportait tant d'anomalies qu'on aurait dit qu'il s'agissait d'une fraude scientifique. Donc il était méfiant. Et puis vous regardez les emails que Thompson nous a fournis, et vous voyez qu'il fait appel à son supérieur hiérarchique, le docteur Melinda Wharton, agitant des drapeaux rouges, en disant « J'ai parlé avec vous en septembre 2002 au sujet de la sensibilité des résultats avec lesquels nous sommes en prise dans l'étude autisme ROR. Comment peut-on être en prise avec des résultats scientifiques? Je veux dire, les faits sont les faits, les données sont les données. Cela n'a pas de sens. » Donc vous avez Dan Burton qui est sur leur dos, et le ministère de la Justice demande des fichiers. Et William Thompson découvre que Colin Boyle a fait appel à un avocat pour l'aider à décider quels matériaux sont trop sensibles pour qu'ils soient fournis au ministère de la Justice. Ce qui évidemment terrifie William Thompson. Parce que plus tard, dans l'email de Wharton, il dit « J'embaucherai mon propre avocat ». Et il est extrêmement regrettable que nous devions nous assurer que nos propres droits soient couverts lorsqu'on participe à une étude comme celle-ci. Je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons des scientifiques du gouvernement qui se couvrent avec des avocats par rapport à une étude impliquant la sécurité des enfants. Il est clair que cela ne plaît pas du tout au Dr Thompson. Parce qu'à la fin de cet email, il fait ce qui semble être une menace claire.
Mon niveau de préoccupation m'a également fait envisager sérieusement de me retirer en tant qu'auteur sur le projet de manuscrit. Alors, quelques jours plus tard, Thompson écrit directement au Dr Walter Hornstein, responsable du programme national de vaccination, en disant « Je ne suis pas intéressé à prendre toute la responsabilité politique qui ira de pair avec cette étude. » Thompson est allé jusqu'au sommet de son département. Nous n'avons jamais obtenu aucune réponse de Walter Hornstein. Mais Thompson est très clair sur ce qui est arrivé ensuite. Destruction de documents. Les cadres voulaient faire certaines choses et j'ai suivi le mouvement. En termes de chaîne de commandement, j'étais le numéro 4 sur 5. Le Dr Thompson a parlé de la destruction de documents. Et puis en automne 2002, il y a eu une réunion et des poubelles, et ils ont choisi quels documents devaient être détruits. Je menais toutes les analyses avec De Stefano disant, littéralement, tout le monde doit se débarrasser de tous ces documents, de sorte que les seuls documents qui existent désormais sur cette étude sont les miens. Ces documents étaient sans aucun doute des documents fédéraux. Il s'agissait de documents très importants, car ils montraient un effet statistiquement significatif très important. Il a estimé que, à juste titre, il serait illégal de détruire ces documents. Et donc, dans son bureau, il a gardé non seulement les copies papier, mais les fichiers informatisés pour cette étude. Il y avait un résultat radicalement différent présenté avant et après la période où Thompson a allégué que ces données avaient été détruites. Si je n'avais jamais eu les documents avant octobre 2002, il n'y aurait rien qui montrerait qu'ils avaient effectivement les résultats en main. Et ils ont décidé de détruire ces résultats. J'ai déposé une plainte officielle auprès du Bureau de l'intégrité de la recherche et du ministère de la Santé et des Services sociaux. J'ai entendu dire que peu de temps après le dépôt de plainte, que la lettre disait essentiellement que chaque co-auteur, sauf le Dr Thompson, avait nié qu'une telle réunion était prévue. Ils ont dit qu'aucun matériel n'avait été détruit ou jeté. Ils disaient que le Dr Thompson mentait. C'était leur parole contre la sienne. Le Dr Thompson avait prédit que cela arriverait. Il y a des choses que je n'ai même pas partagées avec vous, parce que je ne peux pas le prouver. Et c'est ce contre quoi je me débat. Je ne peux pas partager des choses avec vous que je ne peux pas prouver, pour lesquelles il n'y a pas de dossier solide, parce que je m'inquiète du fait que les 4 autres personnes seront de connivence et diront que ce n'est pas vrai. Le Dr Thompson m'a fourni des notes de réunion qui correspondaient précisément au moment où les co-auteurs affirment qu'aucune réunion n'avait eu lieu. Voilà ce que je continue de dire encore et encore. Où ces seigneurs font juste des choses viles, complètement contraires à l'éthique. Et personne ne les tient pour responsables. Alors, regardez, une fois que vous avez les données, une étude scientifique comme celle-ci est un processus relativement simple. Vous exécutez les données, vous obtenez les résultats, puis vous publiez ces résultats dans un document. Dans leur propre plan d'analyse, cette étude ne devait prendre que 6 mois, de mai 2001 à décembre 2001. Donc, s'ils n'étaient pas en train de détruire les données, pourquoi cette étude a finalement duré 4 ans ? La question que tout le monde doit poser au CDC est « Que diable s'est-il passé entre octobre 2002 et février 2004 ?» La raison pour laquelle vous ne voyez rien d'autre circuler sur cette étude, c'est à cause de 5 d'entre nous, derrière des portes closes, pendant 2 ans. Waouh! Ainsi, après 2 années de réunions secrètes derrière des portes closes, De Stefano émerge avec la version finale de l'étude ROR et ils vont la présenter à l'Institut de médecine. Les gens de l'OIM se déplacent de l'industrie vers le gouvernement, du milieu universitaire vers le gouvernement, puis vers l'industrie. Et ils font ça partout. Ce sont toutes les mêmes personnes. Et il n'y avait pas de bons policiers dans tout ça, pour vraiment faire en sorte que les études sur la sécurité des vaccins soient faites correctement et qu'elles soient faites objectivement. Il ne me semblait pas que nous dirigions un système qui était crédible. J'avais écrit à Julie Giberdine et je lui ai demandé de reporter la réunion du 9 février à l'Institut de médecine. Ce rapport, le rapport de l'Institut de médecine, je voulais le rapporter du fait de ma préoccupation, que ce n'était pas un exercice dans le but de découvrir la vérité, mais c'était plutôt une réunion conduite dans le but de faire court-circuiter d'importantes recherches et de tirer des conclusions prématurées. Le problème est que William Thompson, en tant que chercheur principal, va devoir présenter leurs conclusions.
Et cela ne lui plaît pas. En fait, il est tellement bouleversé qu'il passe au-dessus de l'auteur principal de Stefano, au-dessus de Walter Orestein, jusqu'au sommet, c'est-à-dire le chef du CDC, le docteur Julie Geberdine. Et dans un email, il dit « Cher docteur Geberdine, je vais devoir présenter plusieurs résultats problématiques relatifs aux associations statistiques entre la réception du vaccin ROR et l'autisme. » Il disait fondamentalement « Je ne vais pas continuer ce mensonge. Si vous m'envoyez là-bas, je vais dire la vérité. » Thomson devait initialement conduire une séance d'information. Parce qu'il avait dit essentiellement au directeur Geberdine qu'il dirait qu'il existe un lien de causalité. Et il a été remplacé à la dernière minute par Frank de Stefano, qui a été en mesure de faire un rapport à l'OIM, disant à tort qu'il n'avait trouvé aucune association entre le vaccin ROR et l'autisme. L'OIM fut le point de non-retour. Et ainsi privé de la vérité, l'OIM a déclaré que le vaccin ROR était sûr. Ce fut une décision précipitée de fermer la porte de façon permanente et complètement sur les liens entre le ROR et l'autisme. Il est absolument épouvantable qu'une grande partie de ce que j'ai dit s'est avéré être tout à fait vrai. Ils ont essayé de court-circuiter les recherches. Avec ce papier, j'ai ruiné ma carrière. Après leur brillant travail sur l'étude ROR, De Stefano et son équipe ont reçu un prix du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et puis, quelques années plus tard, le docteur Geberdine a reçu un prix rien que pour elle. Un emploi extrêmement bien rémunéré comme chef de la division des vaccins chez Merck. De toute évidence, Merck avait apprécié le travail qu'elle avait fait en enquêtant sur leurs vaccins. Juste pour que vous le sachiez, j'ai écrit un article sur mes résultats sur le ROR. Oui, et il inclura quelque chose que vous m'avez donné. Brian était sur le point de publier un document en utilisant des données qui ne pouvaient venir que d'une source à l'intérieur du CDC, un lanceur d'alerte. Et à partir de ce moment-là, William Thomson était un homme marqué. Andy m'a contacté et m'a dit qu'il était temps de faire connaître le lanceur d'alerte du CDC. Ironiquement, 12 ans plus tard, alors que Thomson a remis son âme à Brian Hooker, en face du Congrès, Colin Boyle est tout simplement en train de produire la même vieille fraude du CDC. Mais cette fois-ci, c'est en face d'un nouvel intervenant. Et il s'agit de Bill Posey, un membre du Congrès de Floride. Je me demande si le CDC a conduit ou facilité une étude comparant les enfants vaccinés versus ceux qui ne sont pas vaccinés. Avez-vous cela? Nous avons effectivement fait un certain nombre d'études qui examinaient la relation entre les vaccins contenant du thymérosal et l'autisme, ainsi que d'autres troubles neurologiques. Les mensonges du CDC étaient toujours les mêmes. La différence désormais était que nous avions William Thomson. Les vaccins et leurs composants n'ont pas augmenté le risque d'autisme. Mon temps est très limité, donc clairement, définitivement et sans équivoque, avez-vous étudié les vaccinés versus les non-vaccinés? Non, nous n'avons pas étudié les vaccinés contre les non-vaccinés. Oubliez ça, ce n'était pas le sens de ma question. Vous ne répondez pas à ma question et vous m'avez fait perdre 2 minutes de mon temps. Brian avait également présenté un document connexe à un journal appelé Nature Neurosciences. Et dans ce document, il avait expressément fait référence à une source anonyme du CDC. Et mes pires craintes se sont concrétisées quand un journaliste de Nature Neurosciences a contacté le CDC, a contacté Walter Orestein. Le message est allé jusqu'à Frank de Stefano et l'a envoyé au co-auteur en disant « Baissez la tête, ça va peut-être venir vers vous ». Soudain, nous avons craint pour la vie de William Thomson. Alors je lui ai dit, Brian, nous devons faire 3 choses. Nous devons trouver un avocat de lanceur d'alerte pour Thomson et nous devons faire en sorte que ces documents soient déposés. Et nous devons révéler son nom. Les lanceurs d'alerte sont en danger, aussi longtemps que les seules personnes qui connaissent leur identité sont leur ennemi. Est-ce que le vaccin cause l'autisme? Au cours des 30 dernières années, le calendrier de vaccination infantile a triplé, alors que le taux d'autisme aux États-Unis a grimpé en flèche, passant de 1 pour 10 000 à 1 pour 50. Des dizaines de documents de recherche publiés montrent que, oui, les vaccins et l'autisme sont liés.
Pourtant, le débat fait rage, en partie à cause d'une loi nationale de 1986 sur les dommages vaccinaux à l'enfance, adoptée par le Congrès à la suite du lobbying pharmaceutique. Elle protège les compagnies pharmaceutiques de toute responsabilité en cas de dommages et des décès causés par les vaccins qu'elles fabriquent, des vaccins que le gouvernement fédéral reconnaît être inévitablement dangereux. Au lieu de poursuivre la compagnie pharmaceutique directement, les parents sont obligés de demander au ministère de la Santé et des Services sociaux, et si les fonctionnaires fédéraux opposent une indemnisation, le cas est soutenu devant un maître spécial devant un tribunal des États-Unis. Beaucoup y font référence sous le terme « la cour des vaccins ». Voici quelques faits choquants sur la dite cour des vaccins. Les compagnies pharmaceutiques n'ont pas du tout besoin de participer à la procédure. Les contribuables paient pour tous les dommages. Le ministère de la Justice des États-Unis agit comme avocat du gouvernement, les contribuables payant ainsi la facture pour leur défense. Obstruction à la justice. À partir de 2002, il y avait déjà des milliers de cas accumulés au tribunal des vaccins. Et les indemnités moyennes pour un enfant autiste sont de l'ordre de 5 millions de dollars. Donc il suffit de faire le calcul. Le gouvernement est confronté à plusieurs centaines de milliards. Peut-être même 1000 milliards de dollars de responsabilité, alors que l'épidémie d'autisme augmentait. Ils ont dû mettre au point une étude frauduleuse qui exonère le ROR pour avoir délibérément le dessus dans les causes devant les tribunaux des vaccins, pour ne pas avoir à payer des milliards de dollars. Ainsi, les milliers de pétitionnaires de l'autisme ont été privés de leur droit à la justice, via une obstruction de justice corrompue et délibérée. C'est l'une des décisions médicales les plus contraires à l'éthique de tous les temps, parce qu'elle a été faite en connaissance de cause, soit le sacrifice de ses enfants, comme un affront direct au mandat du Congrès selon lequel tous seraient indemnisés. Depuis 1986, la Cour des vaccins a payé environ 3 milliards de dollars d'indemnités pour dommages causés par les vaccins. L'étude frauduleuse du CDC a été utilisée pour nier les plaintes d'enfants atteints d'autisme. À l'automne de l'année dernière, j'ai reçu un appel d'une source à l'intérieur qui m'a dit dans les 2 semaines, il y aurait un lanceur d'alerte du CDC qui allait parler et dire que le CDC avait commis une fraude sur l'étude du ROR et qu'il savait que les vaccins étaient en fait à l'origine de l'autisme. Je veux dire, c'était une énorme histoire. Malheureusement, c'est une histoire que je ne serai pas en mesure de raconter dans une émission médicale, parce qu'une bonne partie de notre financement provient de l'industrie pharmaceutique. Et nous avons de très bons amis au CDC. Certains sont venus dans nos émissions à maintes reprises. Mais je savais qu'une fois que cette histoire éclaterait, que les médias traditionnels la relaieraient 2 semaines après, Fox serait sur le coup, ainsi que CNN et MSNBC. Nous parlons de la plus grande histoire médicale, des 2 dernières décennies au moins. Alors 2 semaines plus tard, j'ai vu la vidéo qui a été publiée par Andrew McIntyre et Brian Hooker et j'ai entendu les paroles de William Thompson et sa confession. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que nous avons fait ce que nous avons fait, mais nous l'avons fait. Tout est là, tout est là. Et je regardais la blogosphère devenir folle. Twitter, Facebook, les médias sociaux, tout le monde en parlait. Mais pas une source de médias traditionnels ne s'est approché de l'histoire. En fait, sur CNN, quelqu'un a mis l'histoire sur eReport et CNN l'a retirée. À ce moment-là, je me suis dit, attends une minute. Non seulement mon émission médicale est produite par l'industrie pharmaceutique, l'ensemble de la télévision l'est. Nous n'allions jamais parler de cette histoire. Mais nous avons eu une histoire. Une épidémie de rougeole hautement contagieuse, une épidémie majeure, une flambée de rougeole. La rougeole arrive en Amérique. Cette épidémie ne montre aucun signe de relâchement. Mais en 2014, le nombre a triplé. 644 cas de rougeole signalés dans 27 États. Il est vraiment étonnant de considérer le nombre de cas d'autisme chaque année et de le comparer avec, disons, le nombre d'enfants qui ont eu la rougeole en allant à Disneyland. C'est un petit nombre d'enfants qui ont eu la rougeole. Et c'est une quantité impressionnante d'enfants qui sont diagnostiqués avec l'autisme chaque jour. Nous ne savons pas ce qui cause l'autisme.
Je veux dire, il est juste de dire, nous ne sommes pas sûrs dans la communauté scientifique ce qui cause l'autisme, mais nous savons que les vaccins n'en sont pas la cause. Je ne dis pas que Sanjay Gupta est un mauvais gars. En fait, je pense qu'il essaie de faire beaucoup de bien, tout comme de nombreux médecins. Mais si les organismes scientifiques qui leur fournissent les informations leur mentent, qu'en est-il de nous tous? Qu'est-ce qui se passe si un bon médecin voit les mêmes données que j'ai vues? Vous êtes une scientifique, donc vous étudiez cela, et vous avez confiance à 100%. Vous avez même dit avoir des enfants. Vous avez donc une famille. Oui, vous vous sentiriez très... Depuis combien de temps êtes-vous médecin et quelle est votre spécialité? Je suis médecin de famille depuis plus de 10 ans, dans le traitement des familles, depuis le nouveau-né jusqu'à mon patient le plus âgé qui a 96 ans. Donc vous administrez des vaccins aussi? Oui, j'administre des vaccins. Dans notre clinique, nous suivons les recommandations du CDC et nous donnons ces informations à nos patients. Et nous leur donnons un calendrier pour qu'ils sachent quand leurs enfants doivent être vaccinés, et ainsi de suite. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Ceci est la plainte formelle d'après ce qu'ils ont reçu de William Thompson, ainsi que le CDC. D'accord? Il y a toutes sortes de matériaux de référence ici et des choses comme ça. Je vais vous donner le temps de l'étudier. Étudiez-le autant de temps que nécessaire, d'accord? Lorsque vous sentirez que vous avez tout bien saisi, vous me le dites, ça va prendre un certain temps, alors j'apprécierais que vous preniez le temps. Très bien. D'accord. Je vous ai envoyé ce que William Thompson dit être la fraude du CDC. Toutes les données qui manquaient. Avez-vous pu vraiment l'étudier? C'est vraiment incroyable. La façon dont les données ont été ouvertement manipulées, cela m'interroge sur cette organisation qui m'oblige à pratiquer la médecine d'une certaine façon. Depuis ces 10 dernières années, s'ils mentent à ce sujet ou s'ils négligent les données sur cette étude en particulier, à propos de quoi d'autre me ment-on? Je suis encore en train de le digérer, parce que cette étude qui a été utilisée pour donner en quelque sorte une réponse définitive à nous pédiatres, que le ROR n'est pas lié à l'autisme, j'ai un peu l'impression qu'on m'a menti. Quand ils se mirent à faire l'étude, ils ont voulu regarder les données et interpréter les données. Mais il y a une partie de ces données qu'ils ont choisi d'ignorer. Les données qu'ils ont exclues étaient vraiment significatives. Pensez-y, c'est énorme. C'est un gros problème pour un médecin d'avoir à composer avec le fait que, durant les 10 ou 20 dernières années, nous avons potentiellement détruit le cerveau des enfants. Tout ce que j'ai dit à mes patients durant ces 10 dernières années est basé sur un mensonge et sur une dissimulation. Les parents qui prennent des décisions au sujet de la santé de leurs enfants méritent d'avoir la meilleure information disponible pour eux. Ils devraient pouvoir compter sur les organismes fédéraux pour leur dire la vérité. Une fois que Brian et moi avons démasqué William Thompson, il s'est trouvé un avocat pour lanceur d'alerte. Il a fourni tous ses documents sur l'étude frauduleuse du CDC aux membres du Congrès Posey, qui est allé ensuite devant le Congrès. Compte tenu de la nature des documents du lanceur d'alerte, ainsi que l'implication du CDC, une audience et une enquête approfondie est justifiée. Je demande donc à Monsieur le Président, je vous en prie, je supplie mes collègues sur le comité crédit, s'il vous plaît, prenez une telle mesure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cela fait maintenant 7 mois que le député Bill Posey a exhorté le Congrès d'assigner William Thompson et ils n'ont rien fait. William Thompson veut être cité à comparaître par le Congrès. En tant qu'employé du CDC, du gouvernement fédéral. Il ne peut pas parler volontairement à cause de la menace de la prison. Absolument. William Thompson a besoin d'aller devant le Congrès. Il doit aller devant toute la nation. Tout le monde a besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Il doit déposer devant un comité du Congrès. Et Julie Giberdine doit être amenée à témoigner. Parce que c'est une révélation très inquiétante. Ce chercheur doit se présenter et dire maintenant qu'il était en effet délibérément en train de dissimuler des informations critiques sur les liens entre le ROR et l'autisme. C'est un horrible développement. Déviation d'un plan d'analyse, omission des données cruciales, destruction de documents, entrave à la justice, tromper le Congrès, grave préjudice sur des enfants innocents.
Une enquête doit être menée. Nous sommes d'accord, la sécurité des vaccins ne devrait pas être entre les mains du CDC. Absolument. Vous finiriez dans un organisme comme le Bureau de la Sécurité nationale des transports. La prochaine chose qu'ils doivent faire est que quelqu'un doit réintroduire le projet de loi Weldon-Maloney. Et cela doit être très rapidement adopté. Et vous devez retirer au CDC toutes les responsabilités en matière de sécurité des vaccins. Ces enfants ont été mutilés par les actions de Colin Boyle et Frank De Stefano, ainsi que Marceline Yergin-Alsop et Tania Bassine. Mon fils est handicapé depuis 17 ans. Je pense que l'emprisonnement serait encore trop doux pour ces individus qui ont commis une telle fraude. La notion de vaccination des enfants, la protection des enfants contre les maladies infectieuses graves, avec des vaccins qui sont sûrs et efficaces et louables. Vous entendez parler de la flambée de rougeole à Disneyland, et puis ils essaient de vous vendre le ROR. Nous n'avons pas vu l'autisme être signalé comme une conséquence du vaccin unique, seulement avec la triple vaccination. Donc mon sentiment est que nous devons revoir sérieusement la politique de vaccination. Mais en premier lieu, je crois que nous pouvons grandement minimiser le problème si nous séparons ces vaccins, rougeole seulement, oreillons seulement et rubéole seulement. Je ne peux pas imaginer à quoi cela ressemblera si nous faisons vraiment face à un avenir dans lequel la moitié des enfants nés finissent avec le spectre de l'autisme. Je veux dire, tout le système scolaire en sera perturbé. Il y aura peu d'argent disponible pour les enfants normaux, pour les aider et les éduquer. Nous allons juste avoir des enfants très malades et des parents qui seront uniquement pris par le défi d'élever ces enfants qui seront si malades, et que notre société ne sera pas en mesure de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Les implications de cela pour un pays, pour une compétitivité en tant que nation, pour une économie sont énormes. Ils doivent savoir, et ils le savent, qu'il y a une situation d'urgence nationale. Je veux dire que ça va être une catastrophe totale si nous laissons ça se produire. Que direz-vous la prochaine fois à une mère assise là, avec son bébé dans ses bras, et vous demandez « Alors, Dr. Hachel, est-ce que le vaccin ROR est sûr ?» Je lui dirai, je vais dire « Vous savez, honnêtement, je ne vais pas donner le vaccin ROR à mes bébés. Et voici pourquoi.